Quand on cherche à protéger quelqu'un que l'on aime vraiment, c'est là qu'on peut devenir quasiment invincible. Tu sais, Haku, il ne se battait pas seulement pour moi. Je le sais bien. Il a toujours été trop gentil. Je suis heureux de vous avoir eu comme derniers adversaires. Yo tout le monde, très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau combat fictif, cette fois assez différent de d'habitude, puisqu'on va se demander ce qu'il se serait passé si l'équipe Guy avait été chargée de l'escorte de Tazuna au pays des vagues à la place de l'équipe 7. Ça fait un moment que j'avais envie de faire ce type de vidéo, dans laquelle je vais pouvoir aborder un scénario alternatif à celui de l'œuvre, tout en évoquant les rapports de force, comme dans les combats fictifs précédents. Du coup, comme dans la chronologie originale, on va retracer l'escorte de Tazuna, en remplaçant donc Kakashi, Naruto, Sasuke et Sakura par Guy, Neji, Lee et Tenten. Et on commence directement avec le départ de nos protagonistes de Konoha et l'attaque des frères démons. Let's go! Bon, avant de nous lancer dans notre petit scénario alternatif, il semble important de préciser qu'on prendra ici l'équipe Guy telle qu'elle nous est présentée lors de l'arc de l'examen Chunin. Neji, Lee et Tenten ont donc un an de plus que Sasuke, Naruto et Sakura et sont donc plus expérimentés. J'aurais pu imaginer un scénario dans lequel l'équipe Guy est, comme l'équipe 7 de l'époque, déployée pour la première fois hors du village, mais comme on ne sait quasiment rien du niveau qu'ils avaient à ce moment, ça me paraissait plus logique de procéder comme ça. D'autant que pour rappel, la mission l'escorte de Tazuna était à l'origine une mission de rang C, consistant juste à ramener ce dernier au pays des vagues, donc ça ferait sens qu'Hiruzen la confie à une équipe légèrement plus expérimentée que l'équipe 7, mais qui reste composée de 3 Genin. Voilà, maintenant qu'on a mis tout ça au clair, commençons. Alors qu'ils viennent de se voir confier la mission d'escorte de Tazuna, l'équipe Guy quitte Konoha en direction du pays des vagues. Peu après leur départ, nos héros du jour sont attaqués par les frères démons, Gozu et Meizu, deux Chunin déserteurs de Kiri travaillant pour Zabuza. Comme dans la chronologie originale, ils tentent d'abord de s'en prendre à Guy. Mais comme Kakashi, Guy remarque les flaques d'eau utilisées par les deux assassins pour surprendre Tazuna et ses gardes du corps. Certes, Guy n'est pas aussi intelligent que Kakashi, mais bon, des flaques d'eau au beau milieu d'une journée ensoleillée, disons que les frères démons n'ont pas fait beaucoup d'efforts. Mieux encore, Neji les a lui aussi remarqués et active donc son Byakugan afin de neutraliser les deux déserteurs de Kiri avant même qu'ils tentent de s'en prendre à Guy. Car pour rappel, Sasuke, avant même son power-up post-entraînement au contrôle de son chakra, s'est montré capable de maîtriser les deux clowns à lui seul avant que Kakashi ne les one-shot, donc aucun doute que Neji puisse faire de même avec son poing souple. Alors, je rappelle que Kakashi n'a pas directement détruit les deux assaillants car il voulait identifier leur cible, mais en réalité ça n'a pas trop d'importance ici vu qu'il paraît évident qu'après cet incident, Tazuna admet à l'équipe Guy qu'il est en réalité menacé par Gato et son organisation, expliquant la situation actuelle du pays des vagues et faisant ainsi passer la mission d'un rang C à B. Comme l'équipe 7, la team Guy accepte bien sûr de poursuivre l'escorte. Une fois dans les mangroves du pays des vagues, l'équipe Guy se retrouve nez à nez avec l'homme de main le plus puissant de Gato, le démon de Kiri, Zabuza. Dans la chronologie originale, Kakashi le reconnaît immédiatement et décide donc d'utiliser son Sharingan, ayant conscience de la dangerosité du bonhomme. Mais vous me voyez venir, reconnaître les têtes des gens et retenir leurs noms, c'est pas forcément le point fort de Guy, surtout en ce qui concerne les épéistes de la brume.
Donc contrairement à Kakashi, Guy n'aborde pas le combat directement à 100%, mais il est clair que vu l'aura de Zabuza, Guy ordonne immédiatement à Neji, Lee et Tenten de protéger Tazuna pendant qu'il affronte le démon en 1v1. Ce dernier lance donc les hostilités avec sa technique du camouflage dans la brume, afin de faire ce qu'il fait de mieux, à savoir assassiner rapidement son adversaire. Et si contrairement à Kakashi, Guy ne possède pas de Sharingan, l'empêchant donc de réaliser un clone afin de tromper Zabuza, il a à ses côtés un autre atout de taille, le Byakugan de Neji. Ce dernier communique donc la position de Zabuza à son sensei, qui évite alors le coup d'épée censé lui être fatal. Comme Kakashi a été en mesure d'y réagir, il semble plutôt logique que Guy, dont la vitesse est qualifiée de supérieure à celle de Kakashi par Sasuke quelques chapitres plus tard, en fasse de même. Mais même si Kakashi et Guy sont largement comparables et comparés, je rappelle que malgré l'activation de son Sharingan d'entrée de jeu, Kakashi a fini piégé dans la prison aqueuse de Zabuza. Donc Guy, qui n'aborde pas le combat à 100% comme on l'a dit plus tôt, se fait également repousser dans l'eau par le coup de pied du démon de Kiri et se retrouve alors prisonnier du jutsu de son adversaire. Et alors que Guy s'apprêtait à se défaire de la prison aqueuse en ouvrant la 5e ou la 6e porte, ce dernier s'aperçoit que ce ne sera même pas nécessaire. En effet, dans la chronologie originale, c'est le véritable corps de Zabuza qui maintient la prison aqueuse pendant que son clone tente de s'en prendre à Tazuna. Or, Aku explique un peu plus tard qu'un clone aqueux de Zabuza représente environ 1/10 de la puissance de ce dernier lorsque Sasuke parvient à s'en débarrasser. Et pas besoin de vous rappeler que ce Sasuke n'utilise même pas son Sharingan à ce moment-là, donc nul doute que Lee, qui détruira Sasuke et ses Sharingan en 1v1 lors de l'arc suivant, est en mesure de tenir le clone de Zabuza à lui seul, sans parler de Neji, qui est quant à lui supérieur à Lee, du moins en forme de base, de son propre aveu. Neji et Lee viennent donc facilement à bout du clone de Zabuza, et Tenten a même l'occasion de se rendre utile en lançant une vague de shuriken vers le corps original de Zabuza pour tenter de rompre son jutsu en le forçant à les esquiver ou à les contrer. Et bien que Zabuza parvienne à éviter les dégâts de l'attaque de Tenten tout en maintenant le jutsu, étant donné que c'est l'effet de surprise qui avait permis à Naruto de libérer Kakashi, l'intervention de Tenten permet quand même à Lee et Neji de s'approcher suffisamment de Zabuza pour l'attaquer au corps à corps. Et malgré sa supériorité individuelle évidente sur Neji et Lee, Zabuza réalise qu'il va devoir affronter ces deux-là tout en restant immobile et en ne se servant que d'une seule main. Donc après quelques échanges de coups entre les trois shinobi, et alors que Tenten bombarde de kunai et de shuriken à distance, Zabuza décide de rompre la prison aqueuse afin de préparer un gros jutsu et en finir avec tous ses adversaires d'un seul coup. Mais Guy, qui vient d'être libéré par les efforts combinés de ses élèves, parvient à dégainer ses nunchaku et attaque Zabuza, ne lui laissant même pas le temps de composer ses mudras pour lancer son dragon à queue. Les deux shinobi se lancent donc dans une lutte acharnée. Le combat entre Zabuza et Guy en forme de base avec ses nunchaku est assez serré, mais Guy comprend qu'il doit rapidement y mettre un terme pour éviter que Zabuza ait l'opportunité de s'en prendre à Tazuna. Il ouvre donc la 5e porte et parvient à repousser le démon de Kiri, surpris par ce soudain power-up, à l'image de Kakashi et son Sharingan dans la chronologie originale. Alors, de mon point de vue, la 5e porte suffirait à donner la victoire à Guy, mais dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il aurait besoin de la 6e. Perso, je pense vraiment pas, d'autant que si Guy frappe Zabuza avec le pan matinal, rien ne garantit que ce dernier y survive. Certes, Zabuza s'est montré très résistant, notamment à la fin de l'arc, mais on sait tous à quel point le pan matinal est dévastateur, n'est-ce pas Kisame? D'autant que Guy 6e porte est plus un rival pour Kakashi dans Shippuden que dans la première partie. Du coup, on va dire qu'il n'utilise entre guillemets que la 5e porte, repousse Zabuza avant que ce dernier ne soit sauvé par Aku, se faisant passer pour un chasseur de déserteurs de Kiri. Pour les besoins de notre scénario, on va aussi dire que l'état de léthargie dans lequel Aku place Zabuza pour le faire passer pour mort n'est pas détectable par les Byakugan de Neji, ce qui me paraît en soi plutôt cohérent car si cette léthargie permet d'arrêter temporairement le cœur de Zabuza, pourquoi pas son système circulatoire de chakra sur lequel reposent les Byakugan. Se pensant donc vainqueur, Guy et les autres poursuivent leur route et se rendent chez Tazuna où ils font la rencontre de sa fille Tsunami et de son petit-fils Inari. Bon,
là on rentre dans la partie la plus intéressante du scénario. Après avoir rencontré Haku et constaté une nouvelle fois la puissance de son rival Neji face aux frères démons puis Zabuza, Lee est plus motivé que jamais à s'entraîner. Évidemment, Guy le soutient dans cette initiative et lui prépare un lourd programme à réaliser le soir, après qu'il ait assuré la protection de Tazuna sur le pont pendant la journée avec le reste de l'équipe. Ça peut paraître inutile ce que je vous dis là, mais vous verrez que ça aura son importance, d'autant que je suis convaincu que rencontrer un jeune shinobi de son âge aussi puissant que Haku aurait rendu Lee plus déter que jamais. Bref, une semaine s'écoule et la construction du pont avance, mais Guy est surpris que Gato n'ait toujours pas renvoyé de ninja pour s'en prendre à Tazuna. Il dit donc à Neji, Lee et Tenten de redoubler de vigilance. Un matin, alors qu'il s'était épuisé à l'entraînement la veille, Lee se réveille en retard et apprend de la bouche de Tsunami que les autres sont déjà partis sur le pont avec Tazuna. Comme Naruto dans la chronologie originale, Lee s'empresse de les rejoindre mais s'aperçoit en chemin que quelque chose cloche et fait donc demi-tour chez Tazuna, où il découvre que les deux samouraïs gardes du corps de Gato, Zori et Waraji tentent de prendre Tsunami en otage. Là encore comme Naruto, Lee rétame les deux Gus et sauve ainsi Inari et sa mère. Voilà pourquoi il fallait que Lee s'entraîne plus que jamais le soir, vous n'auriez pas voulu qu'Inari meure dans notre scénario alternatif quand même, pauvre gosse. Bref, pendant ce temps, sur le pont, Zabuza et Haku tentent une nouvelle fois de tuer Tazuna. Comme dans l'histoire originale, Zabuza envoie 3 clones à queue pour attaquer, mais Neji les détruit tous avec son poing souple. Impressionné par sa capacité à vaincre 3 clones de 10% de la puissance de Zabuza, Haku décide d'affronter Neji pendant que Zabuza et Guy entament leur deuxième round. Comme avec Kakashi et Sasuke, ce scénario empêche Guy d'aller aider Neji, car s'il s'éloigne de Tazuna, Zabuza le tue et la mission est un échec. Neji affronte donc Haku au corps à corps et parvient à lui tenir tête. En effet, dans le manga, Haku n'est pas à fond au début de son combat face à Sasuke car il ne souhaite pas nécessairement le tuer, mais il tente quand même de le mettre KO avec sa technique du déploiement à queue fatale. Or Sasuke parvient à éviter ce jutsu en concentrant son chakra dans ses jambes afin de gagner en vitesse, une compétence obtenue un peu plus tôt lors de son entraînement au contrôle du chakra, et qui est l'entraînement pour marcher sur les arbres. Après ça, Sasuke parvient à mettre Haku en difficulté et même à le prendre de vitesse, comme le dit d'ailleurs texto Zabuza. Et encore une fois, si on rapporte la vitesse de cette version de Sasuke à celle de Lee et par extension à celle de Neji, aucun doute que ce dernier parvienne également à réagir aux attaques de Haku. Mieux encore, Neji domine le jeune assassin au corps à corps. Acculé, Haku est forcé d'utiliser rapidement sa technique secrète Yoton, les démoniaques miroirs de glace. Avec ce jutsu, Haku parvient à se déplacer à très grande vitesse entre ces miroirs de glace qui ne reflètent que lui. Et si j'aurais tendance à dire que la vitesse de Haku avec cette technique dépasse celle de Neji, tout comme elle dépassait de très loin celle du Sasuke de l'époque, Neji reste un adversaire assez particulier pour Haku. En effet, les Byakugan du jeune Hyuga lui permettent de traquer grossièrement les déplacements de Haku, afin d'anticiper ses attaques et ainsi éviter de recevoir des aiguilles dans ses points vitaux. Mieux encore, Neji parvient à en repousser la plupart avec son tourbillon divin du Hake. Cela dit, la vitesse de Haku laisse peu de temps à Neji pour respirer et ce dernier commence à s'épuiser. Et alors que Tenten s'apprête à intervenir pour lui venir en aide, Lee arrive comme une bombe et entre dans la zone d'effet du jutsu de Haku à grande vitesse après s'être délesté des poids qu'il porte aux chevilles, car rappelez-vous, il ne peut les enlever que lorsque la vie d'un de ses camarades est en danger. Pendant ce temps, Zabuza affronte Guy. Les nunchakus de l'un et l'épée de l'autre s'entrechoquent et Zabuza profite de leur échange de coups pour dire à Guy qu'il ne se laissera plus surprendre par le boost conféré par la 5e porte. Neji étant retenu par Haku, Zabuza décide d'utiliser à nouveau son camouflage dans la brume pour empêcher Guy d'anticiper ses prochaines attaques. Comme face à Kakashi, le démon de Kiri tente alors de s'en prendre directement à Tazuna et Tenten, mais Guy parvient à bloquer de justesse le coup d'épée, lui faisant quand même une grande entaille dans le torse. De leur côté, Neji et Lee tiennent bon. En effet, Neji continue d'utiliser son tourbillon divin du Hake pour repousser le gros des attaques de Haku, tout en protégeant Lee, et ce dernier tente d'attaquer le véritable corps de Haku à travers ses miroirs entre chaque salve, grâce aux indications de Neji. En effet, comme j'ai dit, les Byakugan de Neji lui donnent une idée approximative de la position exacte de Haku, et Lee tente de le frapper au bon endroit au bon moment avec son taijutsu.
Bon, et c'est là qu'on doit faire une petite pause pour parler plus en détail des rapports de force à ce moment du manga, sans quoi on n'aura pas de conclusion satisfaisante à ce combat Lee et Neji versus Haku. En effet, lors de l'affrontement entre Kakashi et Zabuza, ce dernier dit à Kakashi que s'il parvient à le tuer, il ne viendra jamais à bout de Haku. En entendant ces paroles, Sakura suggère que Haku pourrait être encore plus puissant que Kakashi et par extension que Zabuza. Et alors là, on a deux façons d'interpréter le truc. D'abord, on pourrait prendre ça littéralement et se dire que si Naruto parvient à vaincre Haku, c'est grâce au power-up qu'il reçoit en déployant une partie du chakra de Kyuubi, mais ça impliquerait que cette version de Naruto est en fait déjà plus puissante que Kakashi, une idée qui pourrait cela dit être plus ou moins soutenue par une déclaration de Zabuza, qui décrit le chakra Kyuubi de Naruto comme, je cite, plus puissant dans la VF et plus grand dans la version anglaise que celui de Kakashi. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont la VO et qui seraient capables de la traduire littéralement, mais en gros on a compris l'idée. L'autre façon d'interpréter les paroles de Zabuza, bien plus logique d'après moi, c'est tout simplement de se dire qu'il est très peu probable que Naruto soit déjà plus puissant que Kakashi, surtout vu les implications que ça aurait. Je m'explique. Déjà, on sait que la quantité brute de chakra ne fait pas tout. Ensuite, le fait que Sasuke ait réussi à s'adapter aux techniques de Haku avant même de déployer ses Sharingan, tout comme le fait que Kakashi soit un minimum confiant à l'idée que Sasuke puisse tenir Haku du moins le temps qu'il en finisse avec Zabuza, tendent à prouver que Haku est en réalité loin du niveau de Kakashi. Notons d'ailleurs qu'à aucun moment ce dernier ne relève la entre guillemets comparaison avec Haku et dit même à Zabuza que c'est un vantard. Enfin, rappelons que deux versions assez semblables de Naruto ont affronté Haku et par la suite Neji. Naruto dit même du chakra de Kyuubi qu'il exploite contre Neji qu'il est plus puissant que celui qui lui a permis d'invoquer Gamabunta lors de son entraînement avec Jiraiya un peu plus tôt. Et alors en réalité, impossible de dire s'il déploie plus ou moins de chakra Kyuubi face à Neji que face à Haku, mais ce qui est important ici, c'est que Neji parvient à tenir un Naruto boosté au chakra de Kyuubi et réussit même à le repousser avec son tourbillon divin du Hake. Après un choc violent, Naruto et Neji sont tous les deux projetés au loin, mais Neji parvient à se relever même s'il semble pas mal amoché et aurait difficilement tanké un deuxième coup de ce type. Vous le savez, il sera ensuite vaincu via un stratagème de Naruto avec son multiclonage, lui permettant de le prendre par surprise. De son côté, face à Naruto, Haku se dit totalement dépassé et est dominé sur tous les plans. Naruto parvient même à propulser Haku hors de ses miroirs d'un seul coup de poing. Voilà donc ce que ça implique, c'est que si Haku est bel et bien plus puissant que Kakashi, alors Neji l'est aussi, vu qu'il tient tête à un Naruto avec le chakra de Kyuubi qui a pourtant pulvérisé Haku. Et vous voyez bien qu'avec ce raisonnement, on a un petit problème, vu qu'on sait bien que Kakashi est en réalité bien loin de tout ça. Ajoutons que Zabuza fait cette déclaration avant que Kakashi n'utilise son Raikiri, donc on peut en conclure que Zabuza a largement sous-estimé Kakashi et surestimé Haku, qui même s'il a un potentiel immense, est encore assez loin du niveau Jonin d'élite que représente Kakashi. Concernant Lee maintenant, on sait qu'il est supérieur à Sasuke en forme de base avec ses poids aux chevilles, sans ses poids il obtient un gros power-up, et avec les 4e et 5e portes, il parvient à mettre en difficulté Gaara, dont la défense est soi-disant impénétrable. Pourtant, on nous dit plus tard que la défense de Neji avec ses Byakugan et son tourbillon divin du Hake est potentiellement supérieure à celle de Gaara, ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi Lee se considère toujours inférieur à son rival du clan Hyuga malgré sa maîtrise de la 5e porte. Vu comme ça, Lee serait donc toujours légèrement inférieur à Neji malgré les portes, notamment en raison du gros contre-coup de leur utilisation, mais il reste extrêmement puissant et surtout rapide, la vitesse étant sans doute son meilleur atout, ce qui aurait son importance dans un duel face à Haku. Du coup, pour fermer cette parenthèse sur les rapports de force, je pense que le plus cohérent c'est de se dire que Haku et Neji sont largement supérieurs à Naruto en forme de base, qui leur est lui-même supérieur avec le chakra de Kurama, assez largement dans le cas de Haku et un peu moins dans celui de Neji d'après moi. Ainsi, Neji et Haku seraient en fait dans un tiers comparable de puissance, une idée soutenue par les statistiques du premier databook, dans lequel ils obtiennent tous les deux un total de 21 points. Voilà, donc vous voyez bien qu'on est assez loin des 33 points de Kakashi et des 30,5 points de Zabuza. Bon, Lee obtient quant à lui un total de 18 points, mais sa note est bien entendu plombée par ses résultats catastrophiques en ninjutsu, kenjutsu et so, mais notons quand même qu'il obtient la note de 4 sur 5 en vitesse, soit la même note que Haku. Voilà, maintenant qu'on a clarifié tout ça, revenons-en donc à notre histoire. Neji, qu'on a dit comparable sur le papier à Haku, est quand même enfermé dans les miroirs avec Lee, et si son point souple lui permet de contrer la plupart des attaques de Haku, il a du mal à la fois à attaquer et à se défendre. Pour rappel, les Byakugan ont un angle mort, ce qui explique d'ailleurs pourquoi les Hyuga ont inventé le tourbillon divin, et Haku l'a bien remarqué. De plus, la portée n'est vraiment pas la spécialité de Neji, du moins pas à ce moment de l'histoire. Mais heureusement pour ce dernier, Lee est avec lui et est plus motivé que
que jamais à démontrer sa valeur à son rival et à Haku, un jeune shinobi qu'il admire pour son talent. Lee a conscience que Neji est capable de se défendre des attaques de Haku et décide donc de prendre l'initiative et d'attaquer Haku pour en finir rapidement. Il ouvre alors la 5e porte et grâce aux indications de Neji sur les déplacements de Haku, Lee parvient enfin à porter un coup suffisamment puissant pour repousser le jeune assassin en dehors de ses miroirs, même s'il a subi des dégâts de la part de Haku, mais non mortels car comme face à Sasuke, ce dernier n'a pas l'intention de tuer ses adversaires, seulement de les mettre hors d'état. Et alors qu'ils sont enfin libérés et s'apprêtent à attaquer à 2 contre 1, Neji et Lee voient Haku s'enfuir à toute vitesse en direction de Zabuza. En effet, pendant que les 3 jeunes ninjas s'affrontaient, Guy a de son côté décidé d'ouvrir cette fois la 6e porte afin d'en finir rapidement, à l'image de Kakashi avec son Raikiri dans la chronologie originale. Et comme face à Kakashi, alors que Guy s'apprête à frapper Zabuza avec son pan matinal après avoir dissipé le brouillard avec une tornade de Konoha surpuissante, Haku s'interpose et encaisse le barrage de coups de Guy à la place de son mentor. Le combo de Guy est trop puissant et le jeune assassin n'y survit pas. A l'instar de Kakashi dans l'œuvre originale, Guy est fou de rage en voyant Zabuza insensible face à la mort de son protégé et lui met sa raclée malgré le fait qu'il ait désactivé la 6e porte. C'est à ce moment-là que Gato, accompagné de dizaines de ses sbires, apparaît sur le pont pour finir le travail et tuer Tazuna une bonne fois pour toutes. Comme dans la chronologie originale, Zabuza finit par reconnaître sa douleur face à la perte de Haku et tient Gato et ses hommes pour responsables. Malgré ses blessures subies face à Guy, le démon de Kiri s'éveille à nouveau et terrasse une grande partie de la horde de criminels avant de décapiter Gato puis de s'effondrer. Et alors que Guy met le coup de pression final aux hommes de Gato, les forçant à fuir, Zabuza perd la vie aux côtés de Haku. Nos héros sortent donc victorieux de leur combat et Guy promet à Zabuza qu'il n'oubliera jamais son nom. Voilà donc comment se conclut notre petit scénario alternatif, j'espère qu'il vous a plu. C'était un concept de vidéo un peu nouveau pour moi, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je trouvais qu'évaluer les rapports de force entre Neji, Lee et Haku notamment était super intéressant, d'autant plus lorsque mis dans un contexte narratif plausible. Bon, sans surprise, Guy a battu Zabuza sans trop de problèmes dans notre scénario, comme ce fut le cas pour Kakashi dans l'œuvre originale, je le rappelle, et de la même manière, Tenten a pas servi à grand chose, mais bon, finalement, elle remplace une Sakura qui, elle aussi, faisait de la figuration, donc ça me paraissait plutôt cohérent. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des rapports de force entre Neji, Lee et Haku. Je vous l'ai dit, moi je les vois comme assez comparables, mais je suis comme toujours super curieux d'avoir vos points de vue. Dans tous les cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche si c'est pas déjà fait. Pensez également à me suivre sur Twitter, c'est là-bas que j'annonce les futures vidéos. Sur ce les potes, il me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée ou soirée et à vous dire à plus sur Contre-Culture. Peace.